Timeline, Richard Fremder, Prem Cariou. Dès l'ouverture du salon, le succès est immédiat. On se repasse l'adresse dans les dîners, les parties de whist, les pique-niques sur les berges de la Yarra. Appliquant toujours les conseils de ses amis, elle publie dès 1904 des encarts publicitaires dans le Table Talk de Melbourne et l'Advertiser d'Adélaïde. Elle a compris quelque chose d'absolument essentiel. La beauté, c'est le pouvoir et même le plus important de tous, dit-elle. En tout cas, c'est ce qu'elle affirme dans les premières annonces publicitaires. Pour elle, l'intelligence est un atout de taille, c'est vrai, mais sans séduction, elle ne sert pas à grand-chose. Voilà ce qu'elle dit. Et elle rajoute, les deux ensemble sont véritablement l'arme fatale. Quand elle reçoit des journalistes, parce qu'elle a compris évidemment l'importance de la presse, et les journalistes qui sont des femmes comme les autres, évidemment, les journalistes, femmes, évidemment, aiment bien être gâtés, et donc elles repartent avec un petit sac, avec des produits, etc., qui évidemment sont faits pour elles. Elles sont évidemment ravies et bien sûr elles en parlent après. Elle fait paraître des annonces qui amorcent le début de ventes par correspondance, etc. Elle reçoit des courriers. Chère mademoiselle Rubinstein, j'ai une peau très blanche et de nombreuses taches de rousseur. Croyez-vous qu'il soit possible de... etc. etc. Chère madame, je vis dans une ferme du côté de Sydney. Depuis quelque temps, j'ai remarqué des marques sombres sur mon visage. Et la plupart des enveloppes contiennent des billets ou des chèques. Et jamais, évidemment, les stocks qu'elle a constitués vont pouvoir suffire à honorer toutes ces commandes. Donc, elle se met au travail très tôt. Elle travaille toute seule avant l'ouverture du salon. Elle prépare ses mixtures dans sa cuisine, ce qu'elle appelle. Et puis elle remplit des pots de porcelaine. Elle colle elle-même les étiquettes. Elle les range sur les étagères. Elle enferme les stocks dans des meubles de bambou qu'elle a fait apporter évidemment toute la journée. Elle s'occupe toute seule de la clientèle. Le soir, après avoir évidemment inscrit recettes et dépenses dans un grand cahier qu'elle a acheté exprès, elle répond alors au courrier. Et dans ses lettres, évidemment, elle exhorte ses clientes à la patience parce que la crème met 8 semaines à arriver par bateau, écrit-elle. Donc elle tient plus que tout, vous comprenez, à la légende qui explique le coût élevé du produit, entre guillemets, en raison du transport et des frais de douane. Et puis le pain des Carpates ou l'essence de rose de Hongrie font rêver les femmes, beaucoup plus que la lanoline des moutons, évidemment, qui sont dans la région. Alors elle va augmenter la gamme de soins, elle va fabriquer des savons, une lotion astringente, une crème nettoyante, elle va instaurer un rituel de soins également pour lequel les clientes doivent payer là cette fois le prix fort. Au salon, elle distille son savoir-faire avec le mélange de douceur et d'autorité évidemment dont elle fait preuve depuis qu'elle est toute petite. En gros, voilà ce qu'elle dit. Avant tout, il faut vous couvrir la face avec la crème nettoyante, explique-t-elle, tout en joignant le geste à la parole. On imagine, elle doit pénétrer dans tous les pores de la peau pour dissoudre la saleté accumulée dans la journée, puis vous devez la nettoyer avec la lotion astringente pour enlever les résidus. Regardez-moi ce linge, il est dégoûtant. C'est un principe vieux comme le monde, évidemment, qu'aujourd'hui les téléachats utilisent en permanence, mais elle avait déjà compris comment ça fonctionnait. Évidemment, tout le monde en parle d'un peu partout. Les clientes en parlent à leurs amis, elles les envoient au salon, elles reviennent avec elles, tout achète la crème, la lotion, les prix augmentent évidemment à cause des frais de douane. Vous imaginez, l'argent afflue. Au bout de quelques mois, Elena a constitué un joli pactole qui ronronne sur son compte en banque. L'air de la boîte en carton sous son lit, évidemment, est révolu. Elle rembourse ses dettes. Elle engage une vendeuse qu'elle forme elle-même à l'enseignement de ses principes. Elle réinvestit la moitié de ses gains en publicité. Et de Melbourne à Brisbane, de Sydney à Perth, d'Adélaïde à Victoria, on voit son nom partout. Les annonces constituent à vanter la fameuse crème Valase, sa composition, sa provenance. Elle manque jamais évidemment d'ajouter l'adresse du salon de Collins Street, vous pensez bien, parce que la vente se fait aussi par correspondance. Elle rédige même un guide de la beauté qui explique à la fois le rituel des soins et les propriétés de la crème et le fait imprimé à des centaines d'exemplaires. Pour obtenir ce guide, eh bien, les clientes doivent écrire en joignant à leur courrier le coupon découpé en bas de l'encart publicitaire. Ça s'appelle aujourd'hui tout simplement du couponing. Elena le propose aussi dans son salon. Un peu plus tard, elle va même demander à des comédiennes de vanter ses produits. Le placement de produits va arriver et puis les publicités. Elle a compris l'importance des people déjà dans la communication d'une marque. Elle va s'en servir souvent par la suite puisque femme du monde,
actrices, toutes vont devenir finalement ces égéries. Alors peu à peu, le salon va devenir trop petit, elle va louer un appartement composé de 7 petites pièces qu'elle transforme en 3 grandes pièces en faisant abattre les cloisons. L'ordonnance évidemment reste la même, un bureau, un salon de beauté, une cuisine. Les murs sont repeints d'un beau vert tendre, le mobilier est amélioré, l'ensemble est décoré avec le même bon goût artistique, comme l'écrit un quotidien de Sydney, qui est forcément très objectif, on l'imagine. La ligne de soins s'est étoffée, l'équipe s'agrandit, le compte en banque aussi, bien sûr. En 1905, 9 ans après son arrivée en Australie, Helena a 33 ans et 100 000 dollars australiens devant elle. De cette époque, elle a quand même retenu quelques règles simples. 60 ans plus tard, elle va continuer à les appliquer. Ne jamais laisser de courrier sans réponse. Écouter tout le monde avec attention. Passer une nuit à dormir avant de prendre une décision importante. En cas de doute, demander conseil à se taire. Elle apprend aussi, sur le tas, à diriger une équipe, à déléguer le travail. C'est pas toujours facile quand on a lancé, c'est un peu son bébé quand on lance un produit, un projet. Donc c'est pas toujours simple de déléguer, elle sait le faire. Elle sépare chaque branche de l'affaire, la fabrication de la crème, l'emballage, la vente, la publicité en départements distincts, mais elle est consciente de la fragilité du moment. Tout lui est ouvert, mais tout aussi peut encore basculer. Persuadée que le véritable chemin vers la beauté et l'approche scientifique, elle regrette plus que jamais de ne pas avoir pu étudier la médecine encore une fois. À présent qu'elle en a les moyens, elle décide de combler ses lacunes. Elle va mettre son nouveau savoir au service de son savoir-faire. Et pour ça, elle doit retourner sur le vieux continent, là où se trouvent les meilleurs scientifiques, les meilleurs experts, les meilleures universités et les meilleures bibliothèques, bien sûr. Elle assouvira comme ça sa soif d'études, elle va rafraîchir ses connaissances. En 1905, elle reprend le bateau, mais cette fois, chemin inverse, vers l'Europe. Alors évidemment, la première étape obligée de son voyage, c'est Kazimierz, évidemment, sa ville natale, qui lui paraît alors là encore plus pauvre, encore plus sale, encore plus petite, encore plus étriquée. Le pire, c'est l'accueil de sa famille, qui est pas extraordinaire. Elle s'attendait à mieux. Sa mère a vieilli, bien sûr. Sa mère changera jamais, hein. Elle est toujours obsédée par le mariage de sa fille. Donc, comme il n'en est pas question, comme ça, c'est terminé. Son père, Herzl, qui étudie dans son coin, étudie en silence. Il refusera toujours de pardonner à sa fille, il lui adresse à peine la parole. Ses sœurs, Stella, Manka, Seska, Erna, se montrent un peu plus aimables. Le charme, si vous voulez, est rompu, elle s'ennuie et du coup elle s'enfuit dès qu'elle le peut, elle prétexte des rendez-vous importants. En fait, elle s'en va et on le sait, elle ne reverra jamais ses parents. En Europe, vous avez à ce moment-là un vent de modernité, de liberté qui s'est levé partout. On glorifie la beauté, le corps, la jeunesse. Helena, encore une fois, est en phase avec les nouvelles envies des femmes. Quand elle arrive à Vienne, deuxième étape de son voyage, elle fait la connaissance de la doctoresse Emmy List, qui est célèbre pour son traitement à base de peeling, qui viennent à bout de l'acné et des taches persistantes. Au bout de 6 mois d'abrasion régulière, les cicatrices s'atténuent, la peau retrouve sa jeunesse, et le médecin devient son ami. Et quand Helena va ouvrir son salon à Londres, elle va la faire venir pour travailler à ses côtés. Lola et Seska la rejoignent. Toutes les trois se dirigent en train vers l'Allemagne. Là-bas, les chirurgiens ont inventé de nouvelles techniques d'embellissement. La chirurgie esthétique qui prétend, alors là je mets des guillemets, remédier aux laideurs et difformités, c'est comme ça qu'ils l'écrivent à l'époque, balbutie évidemment encore à cette époque-là. Ces résultats ne sont pas du tout à la hauteur des espérances, mais il va falloir attendre la Première Guerre mondiale pour apprendre à réparer ce qu'on appelle, j'en ai déjà parlé, les gueules cassées. Vous savez, ces soldats au visage abîmé, épouvantablement parfois abîmés, même dans les tranchées, les gueules cassées qui existent toujours aujourd'hui. Poursuivant leur voyage, vous avez les 3 femmes qui découvrent également les spas. Et pour Helena, c'est la révélation. Son engouement est tel que tout au long de sa vie, elle se rendra au spa régulièrement pour maigrir, pour se reposer, pour soigner une dépression passagère. Imaginez Helena Rubinstein dépressive, ce qui finalement lui arrivera souvent après l'ouverture de l'un ou l'autre de ces salons, il faut le savoir. À Paris, la belle époque dénote là
un formidable appétit de vie, de vivre. J'en ai déjà parlé aussi après une longue période de dépression depuis 1873. Tout ça a duré plus de 20 ans. Les Parisiens cherchent des divertissements. Alors on s'encanaille au Chat Noir, au Bal Bullier, on applaudit les danseuses des Folies Bergères, au Moulin Rouge. On découvre également une nouvelle technologie qui arrive, le cinéma avec les films de Méliès, les Frères Lumière, Charles Pathé. L'automobile également n'est plus une excentricité réservée à des intrépides et son usage se répand parmi le commun des mortels. Le chemin de fer également qui relie Paris à Nice précipite à ce moment-là les foules vers la rivière enchantée, la Riviera, ses palaces, ses bains de mer bien sûr. Et puis que dire de la sculpture, le style Art Nouveau qui décore les bouches du tout nouveau métropolitain. Bateau Lavoir, vous avez une cité d'artistes qui est accrochée à la butte Montmartre. On va croiser Renoir, Toulouse-Lautrec, Utrillo, Max Jacob, Matisse, Braque, Apollinaire, Picasso. Imaginez un peu ce monde-là. À Montparnasse, c'est la ruche qui attire les peintres venus d'Europe, notamment les peintres juifs, Zadkine, Kikoïne, Chagall, bien sûr. Helena Rubinstein a un véritable coup de foudre pour Paris. Ça va rester longtemps une de ses villes préférées. En France, la médecine et l'hygiène ont beaucoup évolué. Depuis que Pasteur a découvert la microbiologie en 1860, eh bien, l'asepsie est devenue obligatoire dans les hôpitaux. Helena commence sa tournée de visite par Marcellin Berthelot, qui a inventé la désinfection par l'eau de Javel. Et oui, en 1875, le chimiste est déjà un peu âgé, d'ailleurs il mourra 2 ans plus tard. Il a accepté de la recevoir. Il va lui dispenser un cours magistral sur les principes qui régissent la santé de la peau. Voilà ce qu'il dit, c'est la soupape de la sécurité animale. Il cite Pierre Curie. Avec lui, elle vérifie son intuition de la classification des peaux en plusieurs types, ce qui lui permettra d'étendre encore une fois sa gamme de produits. Elle va consulter des dermatologues qui lui enseignent comment régénérer les tissus, les raffermir, retarder l'apparition des rides. Elle apprend les techniques de l'électricité, dans les bienfaits, j'en parlais en intro, qui datent d'un quart de siècle à peine. Tout ça est déjà en fait utilisé et appliqué aux soins du visage. Donc en gros, elle apprend. Évidemment, elle n'apprend pas que pour elle. Ce qui est important, c'est toujours pour développer ses produits. Et de tout ce qu'elle a appris pendant son voyage, elle a retenu 2 ou 3 idées qui sont très fortes, qui vont composer le socle de ses programmes pour augmenter l'efficacité des produits et entretenir un teint lumineux, une hygiène de vie, des exercices physiques, un régime diététique à base d'eau, de jus de fruits et de légumes pauvres en matières grasses et en toxines, et l'apprentissage de la respiration. Tout ça est nécessaire. Ces futures clientes ne devront pas se contenter d'acheter de la crème, elles vont devoir aussi appliquer ces principes. C'est l'Angleterre qui mettra un terme à son séjour en Europe, elle termine par là. Tout ce qu'elle a vu, observé, retenu, lui a démontré une fois de plus que la beauté se travaille et se gagne. Et les efforts en valent la peine, voilà ce qu'elle dit. Il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes paresseuses. Imaginez un peu la dureté des propos quand même. Et un placard publicitaire publié dans le quotidien australien en 1906 annonce que mademoiselle Helena Rubinstein vient de rentrer d'Europe. Vous vous rendez compte un peu que les journaux parlent de mademoiselle Helena Rubinstein. Fantastique, le texte mentionne qu'elle a engagé 2 assistantes viennoises, bah oui, avec les guillemets qui s'imposent bien sûr, puisqu'elles ne viennent pas de là. Ces dernières vont jouer leur rôle avec sérieux, bien entendu, on l'imagine Alors Helena est riche, bien sûr. Son salon de Melbourne marche presque tout seul. Sa ligne de beauté est parfaite, sa réputation évidemment établie. Elle pourrait penser là à se marier, mais mademoiselle Helena Rubinstein est faite d'une autre étoffe, figurez-vous, que la plupart des jeunes femmes de cette époque-là qui gravitent autour d'elle. Elle ne veut pas fonder de famille, elle ne veut pas élever des enfants qui vont lui ressembler. C'est l'une des rares self-made women de cette époque et elle a bien l'intention de continuer dans cette voie. Toute seule, c'est la vraie question. Et Melbourne lui semble déjà trop petit. Maintenant qu'elle a vu l'Europe, elle a presque vu le monde. À présent, elle vise Londres, une ville comme elle les aime, moderne, élégante, bouillonnante. Là-bas, tout est à faire, tout est à inventer. Pendant son bref séjour à Londres, elle a eu le loisir d'observer les Anglaises. Des Anglaises toujours pareilles, aux joues sèches, sujettes à la coupe rose, comme les Australiennes d'ailleurs. Beaucoup d'entre elles souffrent d'acné persistante, qu'elles ne savent pas soigner, dissimulent sous des emplâtres de poudre et ça y est, ses plans sont déjà établis dans sa tête, tout est prêt. Elle s'installera en Angleterre dès l'année prochaine. Avant, il faut d'abord ouvrir le salon de Sydney.
Alors, on ne peut pas parler d'Helena Rubinstein sans parler d'Edward William Titus. Edward William Titus, alias Arthur Amarisen, a fait sa cour, sans en avoir l'air, à cette femme qui finalement se sent quand même, certainement, doit se sentir peut-être un petit peu seule. Parfois, il débarque comme ça dans le salon de beauté, en plein milieu de l'après-midi, malgré les protestations d'Helena. Il l'embarque pour une promenade et puis Helena laisse sa sœur s'occuper de la boutique. Alors elle essaye de recadrer la relation plusieurs fois, mais rien n'y fait, il revient toujours de la même chose et tout. Alors du coup, elle l'embauche comme directeur du marketing et de la publicité. Et c'est lui qui va améliorer le design, le packaging des produits, il va rédiger les textes des réclames, on appelle ça les réclames, la publicité de l'époque. Il ajoute des citations, des poèmes, du lyrisme. Les publicités qu'il va rédiger vont donner aux futures clientes une raison spécifique de recourir aux cosmétiques, par exemple les rigueurs du climat australien. Et puis, il établit un rapport privilégié avec elle en s'appuyant sur l'expérience et l'expertise scientifique d'Helena. Ce que veulent les femmes, un je ne sais quoi, explique-t-il en français dans le texte, à une époque où le français est encore quelque chose d'important et on va dire, de classe. Il donne encore des conseils avisés aux femmes, aux épouses. Voilà ce qu'il écrit. Un homme qui, matin après matin, au petit déjeuner, fait face à une femme intelligente, dont la conversation est brillante, mais dont la peau est abîmée, ne sera pas content tous les jours. Il lui arrivera de faire la grimace. Vous imaginez un peu. Il pose Helena, bien sûr, en bienfaitrice de son sexe. Madame Rubinstein a inventé toutes sortes de choses délicieuses et efficaces pour les femmes en bonne santé, pour qu'elles soient belles et qu'elles le demeurent. Alors, en très peu de temps, il est en train de façonner même d'ailleurs l'image d'Helena Rubinstein. Elle devient cette espèce de prêtresse de la beauté brillante, riche, célèbre en Europe, qui met ses compétences scientifiques au service des femmes à la mode. C'est encore lui qui va trouver son surnom. Et ce surnom, c'est Madame. C'est le nom d'ailleurs sous lequel on va désormais la connaître, celui que donneront les employés, les clientes, les journalistes, sa famille et même ses enfants. Lui va l'appeler Petite Madame, mais désormais elle va s'appeler Madame. D'ailleurs, dans les expositions, même encore récemment, en 2020, tout début 2020, évidemment, avant la crise sanitaire, il y a eu une exposition sur les statues qu'a acheté et tout l'art qu'a pu acheter Helena Rubinstein. On l'appelait la collection de Madame. Donc, avec son soutien, Helena se sent pousser des ailes et comme prévu, elle va créer donc ce fameux salon à Sydney. On est en 1907. En 1908, elle inaugure celui de Wellington, toujours avec le même succès. Il est là, Edward, est encore à ses côtés pour la conseiller. En moins de 2 ans, il est devenu aussi indispensable à sa vie que l'air qu'elle respire, si je puis dire. Il ne se passe pas de jour sans qu'elle lui demande son avis sur tout et n'importe quoi. Il est son salarié, mais il est aussi son conseiller, son guide, son ami, son complice. Dans la journée, il travaille à ses côtés. Le soir, on les voit ensemble partout, évidemment. Et il lui dit un jour, Helena, je vois que vous êtes déterminée à bâtir un empire. Épousez-moi, et nous le construirons ensemble. Alors elle ne répond pas tout de suite. D'abord, il y a Londres. Londres, c'est pas facile. Helena sait que le but fixé est ambitieux. Le prix à payer pour l'atteindre va être élevé. Comme une sorte de mantra, elle se répète la phrase comme ça, en se réveillant chaque matin dans ce meublé loué au 3e étage d'un immeuble d'Arlington Street. Elle va partager le loyer avec une jeune Australienne. Elle ne vient pas du tout en milliardaire. Elle ne l'est pas encore d'ailleurs. Madame n'existe pas à Londres. Il n'y a rien du tout. Sa réussite, son argent, elle possède près d'un demi-million de dollars à l'abri dans une banque australienne. Donc elle est même pas encore millionnaire, ne l'empêche pas de se sentir comme une véritable étrangère dans un monde qui est hermétique, qui est extrêmement régi par des codes compliqués, des codes qu'elle ne sait pas décrypter. Elle est encore une fois seule. Au moins une fois par jour, elle se demande si elle n'a pas commis une erreur. Cette erreur, c'est encore une fois d'avoir repoussé Édouard, d'avoir refusé de répondre à Édouard, d'avoir refusé d'épouser tout simplement Édouard. Laissez-moi un peu de temps, j'ai besoin de faire mes preuves en Europe, avait-elle dit. Forcément, ça lui revient en tête quand ça devient difficile. Londres,
gronde de toutes parts le 21 juin 1908, quelques semaines après son arrivée. Vous avez 200 000 femmes en colère, menées par Emmeline Pankhurst et sa fille Christabel, ça c'est connu, les fondatrices de l'Union féminine, sociale et politique, qui ont manifesté dans Hyde Park pour exiger le droit de vote cette année-là. L'année suivante, vous avez une jeune fille de 25 ans qui va frapper au visage Sir Winston Churchill, quand même, le ministre du Commerce. Déjà, vous voyez, les claques existaient. C'est pour ça qu'il ne faut pas... c'est pas bien, évidemment, je ne vais pas faire l'apologie de la claque, mais comme quoi, c'est pas seulement dû à une époque, mais certainement à l'être humain tel qu'il est. Le roi Édouard VII a imposé son style en succédant à sa mère, comme je le disais tout à l'heure. La vie en Angleterre, et c'est vrai, c'est beaucoup moins austère qu'elle l'était sous la reine Victoria. Les mœurs sont en train de se dépoussiérer, mais on reste quand même à Londres, ça reste quand même le cœur de l'Empire, malgré tout. On a vu éclore un peu partout des salons de massage, des cabines d'esthétique, tout ça bouge. Mais rien ici n'est gagné d'avance pour elle. Personne n'a autant de savoir-faire malgré tout qu'Helena Rubinstein, mais personne ne vend une crème aussi miraculeuse que Valaz. Personne ne s'y entend comme elle en marketing et en vente, mais en même temps, elle n'est rien, elle n'existe pas. Toutes ces certitudes, c'est sûr, et elle en a, l'empêchent de se démoraliser. C'est vrai, elle pourrait rentrer, pardonnez-moi l'expression, la queue entre les jambes, mais elle est sûre de son produit, elle est sûre de son savoir-faire, mais on ne l'attend pas. Encore une fois, elle est une véritable étrangère. Or, pour elle, dans sa tête, les moindres détails de son institut sont déjà gravés dans son esprit. Le choix du quartier est arrêté, ce sera Mayfair, Belgravia ou Park Lane, les endroits les plus huppés de la ville, parce que l'argent attire l'argent, c'est évident. Elle a déjà en tête une de ces grandes maisons blanches, cossues, de style néo-paladien, avec des colonnades en façade. L'agence immobilière lui en a déjà fait visiter des dizaines, mais il y a toujours un truc qui ne va pas, il y a toujours un défaut, elle n'est jamais satisfaite. Un soir, malgré tout, elle a failli renoncer, mais l'agence lui a proposé la perle rare. Une maison je vous passe le nom du marquis, le troisième marquis de Salisbury, ancien Premier ministre de la reine Victoria, mort quelques années auparavant. Sa maison vient d'être mise en location par ses héritiers. Le loyer de la bâtisse est un peu trop élevé, mais comme toujours, elle mise sur sa bonne fortune pour le payer. Avoir pignon sur rue à Mayfair n'a pas de prix, et elle le sait. Voilà ce que dit Paul Morand à propos du quartier Mayfair. Mayfair, c'est moins un quartier qu'une manière d'être, une façon d'envisager la vie, de savoir tenir son parapluie en main toute l'année, de ne pas reconnaître quelqu'un qui ne vous a été présenté que 4 ou 5 fois, d'avoir l'accent d'Oxford et de ne pas terminer ses phrases. La maison de Lord Salisbury s'étend, tenez-vous bien, sur 26 pièces, 4 niveaux. Les 2 premiers étages vont être réservés à la boutique et à l'institut. Elena prévoit d'habiter le 3e. Le grenier abritera sa cuisine, sa fameuse cuisine. Elle engage des architectes d'intérieur pour la rénovation, mais elle se fie à son instinct en matière de décoration. Il n'est pas question cette fois de meubles en rotin comme elle a fait en Australie, ni de calicot pour les sièges. Elle opte pour du blanc, du crème, du rose, des couleurs neutres, des pastels, qui signent là un univers féminin, luxueux, sobre. Elle est consciente, Elena, de jouer son va-tout. Londres peut la rejeter en un rien de temps. Comme elle ne tient absolument jamais en place, évidemment, elle laisse les travaux sous la surveillance des architectes et elle repart sur le continent. À Paris, elle s'enquiert des dernières trouvailles, encore une fois, sur la peau, elle découvre des nouveaux traitements. Elle refait sa garde-robe, c'est important. À Vienne, elle persuade le docteur Émile List, qui lui a enseigné l'art du peeling, j'en parlais tout à l'heure, de rejoindre son équipe. À son retour, elle déborde d'énergie, d'idées pour inventer d'autres produits, des crèmes contre l'acné, des toniques, des astringents. Elle ne dort jamais, son esprit ne dort jamais. Et surtout, Édouard est là. Ah, Édouard est là alors c'est tout ce qui compte, c'est important, et il se marie le 28 juillet 1908 à Londres. La cérémonie est très privée, évidemment. À la même époque, le roi Édouard VII vient d'inaugurer les Jeux Olympiques de toute l'Europe. Les gens affluent pour assister aux épreuves dans le stade construit à cette intention, aux environs de la ville. Tout va bien, tout va pour le mieux, en fait, dans le meilleur des mondes. Enfin, tout, peut-être pas, parce que c'est sans compter sur les démons d'Édouard. Un matin, elle sort plus tôt que son mari, et comme il tarde à la rejoindre, elle descend de la voiture et entre à nouveau dans le hall de l'hôtel pour le presser un petit peu. Et Édouard se trouve en grande conversation avec une très jolie rousse. Il a pris sa petite main gantée dans la sienne, et elle le voit exécuter
un numéro de charme, un numéro qu'elle connaît bien, celui du pan prêt à faire la roue, vous voyez. Alors la femme s'exclave, renverse la tête en arrière, on voit plus que son aigrette qui s'agite et le sourire d'Édouard, satisfait de l'effet produit. Alors Elena fait demi-tour, elle s'engouffre dans la voiture et elle ordonne au chauffeur de conduire droit devant lui. Au bout de quelques minutes, elle lui fait signe de s'arrêter, elle descend, toujours très agitée. La veille, elle a repéré dans la vitrine d'une bijouterie un collier de perles à un rang. Et il ne lui faut pas plus de quelques secondes pour l'acheter, malgré son prix indécent. Et puis elle remonte dans la voiture, se fait déposer à la gare de Nice et prend le premier train pour Paris, sans donner à Édouard la moindre chance de s'expliquer. Elle se réfugie au Crillon, avec non pas armes et bagages, mais larmes et bagages, si vous voulez. Elle fait appeler le Riviera Palace. Au comble de l'inquiétude, Édouard fume dans le hall, désespérant de la voir apparaître. Il est soulagé d'entendre sa voix au téléphone. Il était sur le point de prévenir la police, vous imaginez. Il n'a rien compris au drame qui s'est joué comme ça dans le cerveau de son épouse. Alors il finit par s'excuser, elle regrette, elle, de son côté, son geste insensé, pardon, serment d'amour, mot d'amour, il prend sur le champ le train pour Paris, il la rejoint au Crillon, et tout finit au champagne sur la terrasse de leur chambre, devant la place de la Concorde, illuminée qu'on imagine. Elena garde le collier, et ce sera le premier d'une collection de bijoux de dispute. Chaque fois que son mari la trompe, elle prend le pli d'acheter des bijoux très chers et très gros de préférence. Et je peux vous dire que sa collection s'est agrandie extrêmement vite. Alors Édouard éprouve pourtant une vraie affection pour elle. Il admire son intelligence, son énergie, son audace. Elle l'impressionne souvent, elle le surprend toujours. Il est heureux, lui, de fonder une famille avec elle, mais son désir va s'éteindre rapidement. Sa désaffection du lit conjugal est la pire des souffrances pour elle. Pourtant, même dans les moments de détresse les plus intenses, quand les tourments de la jalousie sont tellement vifs qu'elle pense bien en mourir, elle ne songe pas sérieusement à le quitter. Elle pardonne, parce qu'elle croit, en tout cas il lui promet, qu'il finira par changer. Et puis il revient toujours, elle reste donc, elle, la plus forte, ou la plus faible, c'est selon. Leur mariage va quand même tenir 30 ans. Alors, monsieur et madame Titus rentrent à Londres pour inaugurer la maison de beauté Valaz. Elena ne se montre pas ingrate, évidemment, envers lui. En avril 1909, elle crée officiellement sa compagnie anglaise. Helena Rubinstein lui attribue 46% des parts, en garde autant pour elle. Le reste va à sa sœur, Seska, qui en devient directrice générale, et à 2 de ses managers. Le salon vient d'ouvrir, que déjà Édouard la presse d'acheter de l'espace publicitaire dans les journaux. C'est pas la bonne stratégie, lui dit-elle. Les clientes finiront par venir, il nous suffit de nous montrer patients, de faire fonctionner le bouche à oreille, attendons un petit peu. Et comme prévu, elles arrivent toutes les unes après les autres, mues comme ça par une curiosité malsaine. Le tout Londres s'interroge sur l'identité d'Helena. On se perd en conjectures sur son accent bizarre, ses vêtements sophistiqués à la mode de Paris, ses bijoux qui sont portés avec ostentation. On brûle de constater les fautes de goût qu'elle a commises en rénovant la mansion si raffinée de Lord Salisbury. Ses handicaps sont de taille quand même, elle est étrangère, elle est roturière, elle est juive, ça fait beaucoup. Les Anglais supportent pas vraiment l'exotisme, ou alors, oui, mais dans les colonies, si vous voulez. Et encore, à condition que les natifs restent à leur place, vous voyez. Pourtant, on murmure que ces soins font merveille sur la peau. L'attrait de la nouveauté l'emporte alors sur le snobisme. Les ladies s'enhardissent, mais elles font arrêter leur équipage dans Bruton Lane, au coin de Grafton Street. Elles sortent chapeautées, le visage recouvert d'une voilette pour dissimuler leurs traits, et puis elles se dépêchent de grimper les marches du perron en regardant à droite et à gauche pour vérifier que personne ne les suit. C'est tout juste si pas comme si elles allaient dans un cinéma X, vous voyez. C'est un petit peu l'image. L'élégance des lieux, alors, là, coupe net les critiques. Le salon est simple, mais raffiné. Ces couleurs qui vont du blanc au crème avec, par-ci par-là, une pointe de rose pâle donne une touche presque médicale à cette féminité, si vous voulez. Et elles n'ont pas le temps de s'étonner que, telle une magicienne, vous avez Helena qui entre en scène. Alors, c'est la grande mise en scène par une porte dissimulée sous un rideau pour mieux impressionner ces femmes qui sont blasées quand même. Elle a revêtu une blouse de chimiste sur sa robe de taffetas. Elle les salue avec distance.
La gentry n'apprécie pas la familiarité, ça elle le sait depuis qu'elle a goûté la gentry en Australie. Mais tout de suite, elle installe une atmosphère chaleureuse, presque complice. Elle avance un fauteuil, offre du thé, des biscuits, distribue bien sûr sa carte de visite, explique sa façon de travailler. Elle ouvre les pots de crème et les flacons de lotion, cite au passage Lady Lamington et les dames de la haute société qu'elle a côtoyées en Australie. Elle embraye sur les médecins, les dermatologues, les spas, etc. Et en gros, elle se donne un une légitimité, si vous voulez. Son assurance impressionne, ses relations aussi. Et alors son accent, que dire de son accent? Il intrigue. Mais les ladies ont changé de registre. L'étrangère qu'elle s'apprêtait à rejeter, parce qu'elle n'avait pas de pédigré bien sûr, est devenue une comtesse née à Vienne. Alors oui, ça change tout. Ou alors elle est un autre jour fille d'un aristocrate russe, ça change selon les storytelling. Ce qui lui importe avant tout, ce sont les tarifs forfaitaires. 10 guinées pour 12 séances de soins du visage ou 2000 livres pour un traitement hebdomadaire à l'année, massage corporel, exercice physique. Ces femmes du monde, riches à millions, font la grimace quand même. Est-ce que c'est pas un peu hors de prix? Et moi, je prétends que c'est donné. Vous n'imaginez pas le nombre d'ingrédients rares qui composent mes crèmes. Je vais moi-même les chercher dans les coins les plus reculés d'Europe. Imaginez un peu le spectacle que ça doit être. En plus, avec son accent, on sait qu'elle roulait les airs. Et moi, je prétends que c'est donné. C'est extraordinaire. Alors comme vous l'avez compris, Elena est prête à raconter absolument n'importe quoi pour attirer sa clientèle, mais elle ne fait pas que parler. Elle offre des séances de soins gratuites, des pots de crème Valase évidemment, surtout aux plus titrées et aux plus influentes. C'est cette fameuse élite qu'il lui faut avant tout cibler. Le conseil lui vient encore une fois de son mari qui s'y connaît bien en snobisme. Une fois séduite évidemment, et elles le sont assez rapidement, elle paye. Et au bout d'un an, Elena, qui compte 1000 bonnes clientes dans ses fichiers, n'a plus besoin de se soucier de son loyer. Sa renommée a rapidement été établie par des guérisons absolument spectaculaires. Vous avez une jeune aristocrate que l'acné défigure au point qu'elle n'ose pas sortir sans ses voilettes, qui compte parmi ses premières victoires. Pendant 6 mois, la lady revient chaque semaine, toujours très, très nerveuse évidemment avant la séance. Les peelings qui ont été mis au point par le docteur List, le masque à la pommade noire qu'Elena a inventé pour assécher les peaux grasses font des véritables prodiges. Les boutons disparaissent, le visage retrouve sa fraîcheur et la cliente ne va pas se montrer ingrate parce que bientôt Elena voit défiler ses amis tout impressionnés par la réussite extraordinaire du traitement. Et sa réputation grandit. Il est temps à présent d'acheter des espaces publicitaires. Maintenant, c'est possible. Édouard les rédige comme des articles ou des interviews et pour compléter la mise en page, il fait ajouter par l'imprimeur des photos de clientes satisfaites et suivant la tradition établie par Elena, la plupart sont bien sûr des actrices. La stratégie, évidemment, va se révéler payante. Madame commence alors à réfléchir à une gamme de maquillage. Alors là, c'est un acte révolutionnaire s'il en est, parce que l'usage des fards, encore une fois, n'est admis que sur les prostituées ou les actrices, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça, c'est très nouveau. Avec sa lucidité froide, malgré tout, elle ne se berce pas d'illusions. Elle sait qu'elle et son mari sont invités dans des soirées où l'hôtesse se pique de mélange, ne craint pas de convier les tradespeople, les fournisseurs, comme on dit. Jamais Édouard et elle ne seront admis dans ces milieux fermés de Mayfair ou de Belgravia. Vous avez d'ailleurs une série qui s'appelle Belgravia sur Netflix, non, sur Amazon, je crois. Écrite par celui qui a fait Downton Abbey, dont je parlais tout à l'heure, qui est remarquable. Ça dure qu'une seule saison, il n'y a pas besoin de plus, et vous allez voir, vous allez sentir un petit peu l'ambiance. Alors c'est un petit peu avant ce que je suis en train de vous raconter là, on est dans les années avant, on est une quarantaine d'années avant. Encore que, c'est ça, une quarantaine d'années, mais vous allez sentir l'ambiance, parce que l'ambiance n'a absolument pas changé, comment on se snob, etc., entre gens de la gentry, c'est assez extraordinaire, c'est l'Angleterre dans toute sa splendeur, telle qu'on peut l'aimer ou la détester, c'est selon, évidemment. Pour se faire accepter, les relations ne suffisent pas, il faut aussi beaucoup d'argent. Alors Elena va payer son ticket d'entrée dans le monde. Elle est prise à dîner, donc elle règle sans sourciller les notes des traiteurs, des cavistes, des fleuristes. On se prive de rien, évidemment, dans la gentry. Caviar, truffes, perdrix, des huîtres, des jambons, des poulets, des homards, des fruits exotiques, etc. L'addition atteint des sommets extraordinaires. Les ladies se retrouvent débitrices et acceptent ces invitations en retour, forcément. Donc
On a des réceptions fantastiques. On lui présente d'ailleurs, lors d'une réception à l'ambassade polonaise, le pianiste Arthur Rubinstein. On a beau chercher, évidemment, même très loin dans leur généalogie, il n'y a aucune trace de parenté entre Helena Rubinstein et Arthur Rubinstein, qui finiront par devenir amis en plus. Mais voilà, aucun lien de parenté entre les deux. Les années londoniennes sont des années d'innovation. Elle a une véritable équipe pour concrétiser ses intuitions. Elle a fait venir une autre de ses sœurs d'ailleurs, Manka, qui a l'énergie, l'habileté et le charme, c'est ce qu'elle écrit. Elle lui apprend alors le métier, comme aux autres bien sûr. En décembre 1908, elle retourne encore une fois en Australie, où elle retrouve sa sœur Seska, qui s'occupe des salons de Sydney et de Melbourne. Désormais, elle a pris l'habitude de ces longues traversées, qui pour elle sont des moments volés au travail, évidemment. Au Grand Hôtel de Melbourne, les journalistes défilent les uns derrière les autres. On parle de Madame qui a conquis le monde, titre le Mercury. Là-bas, elle est devenue une sorte d'héroïne nationale que les Australiens se sont appropriée avec fierté, sans se faire prier. Évidemment, elle se laisse aller une fois de plus à son péché mignon, c'est-à-dire l'invention de sa légende. Alors, inutile de vous dire que là, elle s'en donne à cœur joie, évidemment. Ensuite, elle rentre en Europe à nouveau, elle s'arrête à Paris, dont elle ne peut plus se passer. En fait, elle adore Paris, elle songe de plus en plus à s'y installer. Au premier mois de 1909, elle revient malgré tout en Angleterre, après l'un de ses séjours parisiens. Ce qu'elle vient d'apprendre est en train de bouleverser tous ses plans. À 36 ans passés, Helena Rubinstein, figurez-vous, est enceinte de son premier enfant. Alors évidemment, son mari est très très heureux. Elle, c'est autre chose, hein. Les premiers mois sont un véritable calvaire. Les nausées s'ajoutent aux vertiges matinaux, fatigue inhabituelle. C'est pas son genre. Elle est clouée dans un fauteuil alors qu'elle voudrait continuer à courir, évidemment. Elle se demande toujours pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette horreur, cet enfant? Elle n'en veut pas, en tout cas, elle n'en veut pas tout de suite. C'est pas du tout ce qu'elle avait prévu. C'est pas dans son projet. Cette naissance à venir n'arrange absolument pas ses projets professionnels. Et lors de son séjour à Paris, elle a pris contact avec une esthéticienne russe. Cette esthéticienne a un salon de beauté situé au 255 rue du Faubourg Saint-Honoré, donc à Paris, et ce salon de beauté est à vendre. La boutique semble une excellente opportunité qu'elle ne doit pas laisser passer, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Elle écrit alors à Casimierz, elle demande à sa sœur Pauline, une autre de ses sœurs, sa presque jumelle en âge, la plus coquette d'ailleurs des 8 filles Rubinstein, de venir la retrouver à Paris avec Manka qui tient la boutique de Londres et Seska qui veille sur ses intérêts en Australie. Elle va pouvoir accoucher, on va dire, l'esprit un peu en repos puisque ce sont ses sœurs qui vont s'occuper de son empire, entre guillemets. Quelques semaines avant le terme, avant d'accoucher, enceinte jusqu'aux yeux, vous imaginez bien, elle retourne quand même à Paris, elle va signer le contrat de vente avec l'esthéticienne. Sa sœur qui vient d'arriver à Paris a à peine eu le temps de s'installer, elle lui donne donc toutes les informations rapides qu'elle peut, etc. Et puis à ce moment-là, elle va pouvoir accoucher tranquillement. Et en effet, le 12 décembre 1909, elle va accoucher d'un garçon, Roy Valentine Titus, donc, qui vient au monde. Alors le père est comblé, son mari est comblé évidemment, son fils lui ressemble, il ne cesse de le répéter évidemment. Helena le trouve laid, rougeaud, ridé. Elle qui adore l'esthétique, eh bien, son sens de l'esthétique l'emporte, si vous voulez, sur l'instinct maternel. Évidemment, c'est moche, un bébé. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Mais le bonheur, petit à petit, de son mari est contagieux. Alors, ce petit bout d'homme-là, qui n'arrête pas de hurler, dont les gazouillis envahissent un peu la maison, peu à peu finit par l'attendrir. Et Édouard repart à la charge. Sa femme doit s'occuper du bébé, en tout cas dans les premiers mois. Alors, au début, elle est d'accord. Elle se range à la vie de son mari. Et depuis que le bébé est arrivé dans leur vie, Édouard est redevenu très amoureux et elle veut pas le décevoir, mais voilà, elle est incapable de tenir sa promesse. Elle retourne au salon presque tout de suite. Elle est passée maîtresse dans l'art du double discours, hein. Elle se voit comme une femme moderne, accomplie. Elle est capable de tout mener de front. C'est comme ça, son métier, son couple, sa maternité. En tout cas, c'est ce qu'elle raconte aux journalistes. C'est aussi ce qu'elle va écrire à plusieurs reprises dans son autobiographie. Sauf que rien n'est plus inexact. Sa soif de réussite est plus forte que tout. Son métier, son ambition prime avant tout sur tout le
le reste aux grandes dames de son mari. Donc elle multiplie les allers-retours entre l'Angleterre et la France. Elle enrage d'avoir raté le lancement du Faubourg Saint-Honoré. Les clientes qu'il fréquente sont d'ailleurs pas celles qu'elle espérait, pas assez riches, pas assez bien nées. La grande inondation en plus de janvier 1910 dure 3 mois. Tout ça a empêché évidemment, pas de chance, hein, la venue de ces femmes. Alors la crue évidemment n'est pas la seule en cause. Le salon est trop petit, sa déco laisse à désirer. Tout ça a été installé trop vite, elle n'a pas fait de publicité. Alors elle échafaude d'autres plans de bataille. À Saint-Cloud, dans la banlieue de Paris, elle fait construire une petite usine pour manufacturer des produits de beauté. En 1911, elle inaugure les locaux qui tiennent plus de la fabrique que du bâtiment industriel, mais déjà, c'est un premier pas pour sortir de l'aspect artisanal. Et cette même année, elle retourne en Australie. Et comme toujours, la presse australienne honore son héroïne. La grande Helena Rubinstein est de retour. C'est ce qu'on peut lire dans les journaux. L'inspection de ses salons de Melbourne, de Sydney, de Wellington, tout ça la satisfait pleinement, ça lui fait du bien. Même à distance, ils sont remarquablement tenus. Elle ne peut que s'en féliciter. Elle revient en Europe, le cœur léger, songeant à son nouvel objectif désormais, la conquête de la France. Et tout ça ne va pas être si simple que ça. Alors elle pourrait avoir tout ce qu'il faut pour être heureuse. Si jamais le mot bonheur peut être accolé à Helena Rubinstein, c'est juste à ce moment-là, justement. Son mari et elle ne se disputent plus, ou en tout cas presque plus, comme si l'arrivée du bébé avait réussi à souder leur couple. Comme le père est en adoration devant son fils, par mimétisme, elle aussi donc s'est mise à l'aimer. Dans ce climat apaisé, malgré ses voyages incessants, eh bien elle tombe enceinte à nouveau. Et Horace Gustav Titus naît le 3 mai 1912 à Londres. À la différence de son frère, Horace est un enfant de l'amour, là, cette fois. Helena a pour lui un véritable coup de foudre. Il va toujours rester son préféré. Ça, c'est épouvantable, hein. Le fils chéri, vous savez, celui à qui on passe à peu près tout. D'ailleurs, c'est un bébé magnifique, joyeux, docile, qu'on a envie de cajoler. Alors, avec lui, Helena découvre le bonheur d'être maman et elle ne s'en prive pas. En grandissant, Horace, cet enfant, j'allais dire, se révèle un enfant brillant alors que l'aîné demeure timide, réservé. Et Helena ne manque jamais une occasion de les opposer tous les deux. Le bon fils, le mauvais, l'intelligent, le laborieux, tout ça n'est pas terrible, hein. En public, elle embarrasse l'aîné, Roy, en lui demandant pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi malin que son cadet. Vous imaginez un peu l'état de ce pauvre gamin. Tout ça est pas terrible, c'est machiavélique presque. Elle divise pour mieux régner, c'est son principe, hein. Ça a toujours été payant en entreprise. Elle joue la même chose avec ses employés, les uns contre les autres. Madame l'applique aussi à la maison. Vous imaginez un peu ce que ça peut donner. C'est pas un personnage très sympathique malgré tout, cette Helena Rubinstein, parce que elle n'a que la vision, il faut réussir, c'est sa réussite. Sauf que personne ne l'a mise en garde sur les dégâts que tout ça pouvait engendrer, pouvait causer en matière d'éducation. Et ça aura une influence évidemment plus tard. Depuis la mort d'Édouard VII, en mai 1910, Paris a pris la place de Londres comme reine des fêtes et des plaisirs. Pour conquérir la France, Helena a en tête de sérieux plans de bataille. En 1912, elle a 40 ans, elle en paraît 35, elle en avoue d'ailleurs 30, hein, au mieux. En une décennie à peine, elle est devenue à la fois riche et surtout célèbre. Du haut de son mètre 47, elle se montre dure, tyrannique, exigeante envers les autres, autant qu'elle-même. Elle revient jamais en arrière, hein. Les souvenirs, ça c'est une perte de temps, les souvenirs. Alors le monde a changé. Le monde a changé, les Parisiennes ont eu droit à des travaux de canalisation qui ont apporté l'eau courante dans les salles de bain et les cabinets de toilettes qui deviennent des nouveaux sanctuaires de l'intime. Vous avez deux types de beauté qui coexistent. Vous avez l'ancienne avec sa taille étranglée, les seins pulpeux, les fesses rebondies, les cuisses lipues. Tout ça est d'un érotisme assez classique, on va dire. Et l'autre, celle que préconise Helena, est élégante, délié, le buste élancé, le dos droit, les cuisses longues, minces. L'Angleterre et la France, entre les deux, les standards sont totalement à l'opposé. Les Anglaises ont des carnations délicates qui sont plus sujettes aux rides et aux rougeurs. À Paris, c'est tout le contraire. Les belles coquettes veulent à la fois s'occuper de leur visage, de s'affranchir des tabous. Le maquillage attire les femmes. Elles n'ont plus peur de ressembler à des prostituées ou à des actrices. Quelques-unes même osent sortir, farder, même dans la journée. Vous vous rendez compte, ça c'est une révolution aussi.
Madame déteste les visages blafards, les yeux charbonneux, les lèvres sanglantes. Elle veut enseigner la modération aux Parisiennes qui sont dans l'excès, si vous préférez. Dans l'arrière-boutique, Helena Rubinstein travaille des nuits entières avec les chimistes de son usine de Saint-Cloud. Elle allège les fonds de teint, elle incorpore des colorants et des pigments à ses poudres, éternellement insatisfaite, vous savez, elle veut toujours aller de l'avant, elle ne sait pas se contenter d'à peu près, donc elle recommence sans se lasser, elle épuise littéralement ceux qui travaillent avec elle, elle finit par créer un rouge à joues crémeux, fabriqué avec de la cire de Perse, des huiles naturelles, des pétales de rose de Bulgarie, puis également une première poudre teintée et délicatement parfumée pour matifier le visage. Là, on est vraiment dans un laboratoire, c'est extraordinaire. Dans sa maison de beauté, dont elle a supprimé le nom Valaz, c'est terminé, au profit de Rubinstein, ça y est. Helena va enseigner aux Parisiennes à appliquer du rouge sur leurs pommettes pour donner une impression de bonne mine, et puis à l'estomper du bout des doigts. Sur le nez, le cou, les épaules, elle conseille une poudre pastel. La bouche réclame une teinte plus vive, d'une nuance de framboise ou de myrtille. Elle va farder d'ombre mauve les paupières. Elle va noircir les cils, les sourcils avec de la poudre d'antimoine. C'est l'ancêtre du mascara. Le mascara qui est une invention américaine qui verra le jour un an plus tard. En même temps, elle développe sa ligne de maquillage. Madame s'intéresse au conditionnement. C'est très important pour attirer une clientèle parisienne semblable à celle de Londres. L'emballage des produits doit être aussi raffiné que le contenu. Elle va passer des heures aux puces ou chez les antiquaires pour dénicher des poudriers et des boîtiers joliment ornés qu'elle fait recopier. Plus tard, elle va même demander à des artistes, Marie Laurencin, Raoul Dufy, Salvador Dali, d'en dessiner pour elle. Elle prend aussi un soin infini à choisir le papier qui enveloppe les crèmes et les lotions et les sacs qui les transportent. Je fais juste une parenthèse aujourd'hui. Vous avez sur YouTube, vous avez des vidéos de personnes qui font du déballage, vous avez du déballage de produits pour montrer ce qu'il y a dedans, etc. Et quand vous avez des produits Apple, par exemple, Apple qui est une marque qui joue beaucoup sur l'emballage compte énormément sur les produits, eh bien vous avez très souvent les youtubeurs qui mettent le plastique près du micro pour faire entendre le bruit. Même le film plastique doit être d'une certaine qualité, d'un certain bruit pour Apple. C'est un peu la même chose. Là, rien n'est laissé au hasard, si vous voulez. Pour parfaire également ses connaissances scientifiques, elle a passé du temps, encore une fois, dans le service dermato de l'hôpital Saint-Louis, considéré comme l'un des meilleurs du monde. La chirurgie esthétique balbutiait, encore une fois, a pris un peu d'essor quand même, malgré tout. Les chirurgiens causent encore des dégâts, ça c'est sûr, mais commencent à se faire la main. Mais c'est un peu ça quand même. Surtout, ils sont loin d'associer la pratique de leur métier à l'amélioration du physique féminin. On n'en est pas encore là. Vous avez la chirurgienne Suzanne Noël qui tient un discours un peu différent. Elle a inventé une technique ambulatoire qui permet aux femmes qu'elle opère de retourner presque tout de suite à leurs activités. Voilà ce qu'elle dit. Mes toutes premières patientes étaient des femmes désespérées, puis sont venues ensuite d'autres clientes motivées par l'amour de l'art et la beauté. Donc vous voyez, ce monde est en train de changer. C'est pour ça qu'au départ, je vous disais qu'on parle évidemment du personnage, bien sûr, mais il y a toute l'histoire autour, il y a toute la sociologie autour qui est en train d'évoluer. Alors, elle sait, Helena, et aujourd'hui on le sait aussi, évidemment, qu'un bon réseau est la première condition du succès. Encore aujourd'hui, vous voulez monter une boîte, vous voulez faire des projets, lancer des projets, il vous faut un réseau. Alors, vous avez aujourd'hui Internet et le réseau des réseaux, mais vous avez des réseaux humains aussi, ça existe encore aujourd'hui, donc ça existait bien sûr à l'époque. Elle rencontre tout ce que Paris compte d'artistes, la bande du bateau Lavoir, Braque, Picasso, Modigliani, le douanier Rousseau, Matisse, enfin... Il faut imaginer être dans ce salon avec tous ces gens-là. On aimerait être petite souris, ça doit être fantastique. Et du coup, quelques mois après son deuxième lancement, le salon marche aussi bien que celui de Londres. C'est bon, c'est fait. Alors madame a engagé une masseuse suédoise pour travailler à l'élimination de la graisse. Sur les conseils de son mari, toujours inventif, elle propose une consultation de beauté, une séance de massage gratuite aux femmes les plus en vue. La grande Colette,
accepte tout de suite, bien sûr. Elle aime tellement les soins corporels qu'elle va d'ailleurs ouvrir son propre salon à Paris en 1932. Mais elle n'aura pas le succès de Madame. Ça, évidemment, il y a un savoir-faire. Édouard suggère à sa femme de faire venir un journaliste pour recueillir les impressions, d'ailleurs, tout de suite de l'écrivain. Donc toute la presse reprend ses commentaires qui dégagent, comme toujours, un parfum de scandale. Je me suis jamais senti aussi bien. À présent, je suis prête à tout, même pour mon mari. On voulait savoir si elle s'était fait masser nue, etc. Tout, déjà à cette époque-là, on aime les ragots. Le mot circule dans Paris si vite que le carnet de rendez-vous de Tilla, donc la fameuse masseuse suédoise, est rempli en un rien de temps. La libertine qu'est Colette a joué de sa plume et de sa belle voix également. Voilà ce qu'elle dit. Le massage est un devoir sacré. Les Françaises se le doivent à elles-mêmes. Sinon, comment pourraient-elles espérer garder un amant ? Eh oui, à cette époque-là. Un peu plus tard, Elena explique à demi-mot aux journalistes ce que sa célèbre cliente a voulu dire, parce qu'elle est obligée quand même un petit peu de se justifier. Les massages suédois ne sont pas des massages ordinaires. On a offert à Colette des petits extras coquins et, pour être plus précis, un traitement spécial, et oui, à l'aide d'un vibromasseur. L'engin vibromasseur aujourd'hui, il veut dire quelque chose, mais à l'époque, ça n'a pas de connotation érotique. Son usage déjà existe depuis l'Antiquité. Galien, d'ailleurs, a constaté que la frustration sexuelle entraînait des maux physiques, maux MAUX bien sûr. Et pour les canaliser, il recommandait la masturbation, ce à quoi s'emploient toujours médecins et sages-femmes dans un cadre strictement hygiénique à cette époque-là, et puis encore parfois aujourd'hui. Au XIXe siècle, l'électricité libère, si je puis dire, la main des soignants. Difficile passage, bien sûr, mais il faut en parler. La popularité du vibromasseur devient si forte même qu'en 1900, une douzaine de modèles destinés aux patients des deux sexes sont présentés à l'exposition universelle. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Les journaux, les catalogues vantent l'usage de plus en plus privé de ces objets. Aux États-Unis, les réclames conseillent aux maris d'acheter l'un de ces appareils pour que leurs femmes puissent se relaxer. Le vibrateur est alors un des objets domestiques les plus courants à ce moment-là, presque autant que le grille-pain électrique, vous imaginez un peu, l'usage n'étant pas le même, évidemment. Alors la morale réprouve la stimulation vaginale, en dehors des liens sacrés du mariage et même à l'intérieur. Le vibromasseur disparaît peu à peu des cabinets médicaux et de la vente par correspondance pour devenir peu à peu, là encore, un objet clandestin. Elena va en acquérir quelques-uns qui, selon elle, seront le point d'orgue à des soins corporels réussis. D'ailleurs, comme Colette, les clientes en redemandent, vous imaginez bien. En moins de 2 ans, elle a réussi. Elle a conquis Paris comme elle avait conquis Londres. 100 personnes réparties dans ses 5 salons et son usine de Saint-Cloud travaillent pour la marque. Elle a procuré un métier à 3 de ses sœurs, à des cousines. Elle a fait vivre sa famille en Pologne. Désormais, elle est véritablement une impératrice. Le 28 juin 1914. Ça, c'est une date importante. On arrive au 28 juin 1914. L'archiduc François Ferdinand, bien sûr, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné à Sarajevo. Jaurès, le pacifiste, est tué à Paris le 31 juillet. Le 1er août, la France décrète la mobilisation générale. Une frénésie incroyable s'empare de la capitale, qui fête, alors là, avec une inconscience mêlée un petit peu de frayeur quand même, le départ des soldats vers le front. Vous savez, qui partaient la fleur au fusil. En septembre, le premier avion allemand survole la capitale et lâche 3 bombes. Et c'en est fini. Les riches parisiens fuient vers Bordeaux. Le Grand Palais et 6 écoles sont transformées en hôpitaux. Des femmes du monde sont reconverties en infirmières pour aider les réfugiés. Une jeune couturière, Gabrielle Chanel, qui vient d'ouvrir une boutique à Deauville, propose une tenue de guerre aux dames de l'aristocratie qui ont tout perdu. À Paris, l'atmosphère devient sinistre. Elena évidemment veut se mettre à l'abri et sa famille avec elle. Par son mariage, elle est devenue américaine. Parce que, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais Titus est américain. Et ses 2 enfants donc, sont américains aussi. La décision s'impose. Les Titus doivent gagner New York. Et au terme d'un voyage éprouvant, elle parvient à Londres d'abord, pour commencer. Son premier réflexe, c'est de récupérer l'argent liquide chez son banquier. À Paris, toutes les banques ont fermé. Elle embarque pour New York pour se rassurer. Elle se répète que les siens vont bientôt la rejoindre. Grâce aux télécommunications modernes, le câble, le téléphone, elle trouvera le moyen de diriger ses affaires en Europe et en Australie et de prendre des nouvelles de ses parents restés en Pologne. Depuis la déclaration de guerre, Herzl et Gittel n'ont pas donné signe de vie, ce qui affecte leur fille aînée, bien plus qu'en fait elle veut se l'avouer. La famille reste quand même pour elle
une source d'inquiétude, d'inquiétude sans fin. Et le fait qu'elle ait justement donné du travail à tout le monde le prouve. En tout cas, elle se fait la promesse, une nouvelle promesse. Elle veut conquérir ce nouveau continent. Alors c'est quand même la 4e fois qu'elle s'installe dans un endroit inconnu pour elle. L'enjeu est de taille, c'est ce qui la stimule d'ailleurs et l'effraie aussi à la fois. Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau pays, mais là d'un marché naissant dont le budget dépasse 1000 fois celui de l'Europe. C'est quelque chose. En Amérique, tout est possible, rien n'est jamais acquis évidemment, mais aux États-Unis, et ça c'est ce qui surprend, et c'est ce qui m'a beaucoup surpris effectivement en lisant tous ces documents, aux États-Unis, une femme qui réussit est une espèce à la fois rare et mal perçue. Et ça, c'est étonnant. Évidemment, quand on parlait de Madame C.J. Walker, là, on était dans une niche, si vous permettez ce mot de marketing, cet horrible mot de marketing, une niche, c'est-à-dire un marché qui n'est pas pour tout le monde, qui n'est que pour soit des initiés, des passionnés, ou là, pour le coup, pour des cheveux, des personnes de couleur. Là-bas, être juive, à ce moment-là où elle arrive, ajoute en plus au handicap. Ça m'a surpris. Comme à Londres et à Paris, eh bien, l'antisémitisme est fréquent et souvent virulent parmi les membres de l'élite blanche, anglo-saxonne, protestante, mais aussi dans d'autres communautés, par exemple les Irlandais. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Ça m'a beaucoup surpris. En quelques années seulement, les Américaines sont passées du puritanisme à la libération. Donc, c'est le pays de l'extrême, évidemment. Helena va traduire en consommation, en réalité, ce que les femmes revendiquent en droit. Quand elle prétend débarquer en pionnière dans un territoire qui ignore tout de la beauté, elle exagère, évidemment, comme toujours. À l'instar de ce qui se fait en Europe, la médecine commence à s'intéresser à l'amélioration des visages et des corps, des dermatologues, des chirurgiens ouvrent des instituts déjà, des écoles, restructurent des visages. Vous avez beaucoup de femmes qui optent pour l'entrepreneuriat quand même déjà. L'investissement est minime, le retour sur frais excellent malgré tout. Dès le début du siècle, vous avez des dizaines de marques de beauté qui ont fleuri comme ça aux États-Unis, concoctées dans une cuisine très souvent ou une arrière-boutique. Elles sont vendues localement dans une ville, un quartier et donc une communauté, comme je disais tout à l'heure, de Madame C.J. Walker, cette femme dont vous vous souvenez, qui avait fait imprimer sa figure de mama noire sur ses peaux vendues dans des drugstores et destinées aux Afro-américaines. Vous aviez Harriet Hubbard Ayer qui invente une crème de soins baptisée la Récamier en français, qu'elle prétend avoir rapportée de Paris. D'ailleurs, Harriet Hubbard Ayer devient la première américaine à faire fortune dans les cosmétiques quand même. Et Helena ne craint personne, à une exception près. En Amérique, il y a une concurrente redoutable qui va lui tenir tête pendant des années. That Woman, l'autre femme, c'est comme ça qu'elle l'appelle, avec une espèce de dédain, vous voyez, de rage. Eh bien, cette femme s'appelle Elizabeth Arden. Elle est née, d'ailleurs, pas du tout Elizabeth Arden, puisqu'elle est née Florence Nightingale Graham, au fin fond du Canada, dans l'Ontario. Elle est réellement son unique et véritable rivale, la seule personne capable de lui faire de l'ombre dans ce métier. Et la réciproque, évidemment, est vraie. Et c'est très difficile de trouver deux femmes plus différentes. Arden est fine, délicate, féminine jusqu'au bout des ongles qu'elle a laqués, bien sûr. Elle aime le rose, le doré, les chevaux, la vie au grand air, le golf. Elle personnifie véritablement l'idéal de beauté WASP qui fréquente les country clubs interdits aux juifs, évidemment. Pendant plus d'un demi-siècle, elle va peaufiner cette image patricienne, aussi usurpée d'ailleurs que l'ascendance grand-bourgeoise dont Helena se revendique. Les deux mentent littéralement sur leur passé, mais elle est adulée par l'élite new-yorkaise qui se reconnaît évidemment en Elizabeth Arden. Et Arden n'entend pas céder un seul pouce du terrain, bien sûr, qu'elle a chèrement acquis. Et pourtant, qu'est-ce qu'elles se ressemblent, ces deux-là. On devrait, vous avez des podcasts absolument géniaux qui existent en ce moment, qui sont faits en général sur des marques opposées, par exemple Coca-Cola et Pepsi-Cola, Nike et Adidas. Et il devrait y avoir justement Elizabeth Arden et Helena Rubinstein. Ça devrait être très sympa à faire, ce genre de choses. Je ne sais pas s'ils y ont pensé. Alors, c'est un podcast qui vient des États-Unis qui s'appelle Guerre de business.
de chez Wandery, et que je vous conseille si vous aimez ça. Alors vous avez Boeing et Airbus, enfin voilà, des histoires qui sont super bien faites, super bien racontées, qui sont directement traduites de l'américain, qui sont vraiment, vraiment remarquables, et peut-être qu'il faudrait y penser. Peut-être il devrait penser à Helena Rubinstein et Elisabeth Arden. Bref. Donc toutes les deux sont de fiefs et menteuses sur les origines, elles trichent sur leur âge, elles sont dures, autoritaires, tyranniques, audacieuses, elles sont faites du même acier, cet acier trempé, tranchant, vous savez, mais en même temps toutes les deux sont des génies. D'ailleurs il faudrait revenir sur cette idée de génie, je me demande réellement si pour être un génie aujourd'hui, quand on pense à Elon Musk, quand on pense à Steve Jobs, quand on pense à tous ces gens, Léonard de Vinci, etc., c'était pardon pour le mot, mais c'était parfait connard. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ça. C'est vraiment pas des gens bien, quoi, du tout, pas fréquentables. Donc, il faudrait peut-être se pencher un jour là-dessus en termes de psychologie. Je sais pas. Il y a peut-être là aussi une émission à faire. Bref, pardon pour le mot qui est un peu vulgaire, je le conçois. N'oubliez jamais une chose, rappelle fréquemment Elisabeth Arden à son mari, ici c'est moi le patron, donc vous voyez, c'est exactement les mêmes personnages. Mais on est aux États-Unis. Et il y a de la place pour les deux. Chacune veut être bien sûr la première. Et évidemment, il faut d'abord prendre New York. Et 6 mois après son arrivée aux États-Unis, 6 mois après seulement, elle ouvre son premier institut. Elle aurait aimé s'installer sur la 5e avenue, mais voilà, l'immeuble qu'elle a choisi est interdit aux Juifs. Elle n'a pas encore les moyens de riposter avec panache. Elle le fera en 1939. Ça lui arrivera à nouveau, mais elle aura, cette fois, les moyens de riposter. Mais imaginez quand même qu'on lui dit non, cet immeuble est interdit aux Juifs. Ça, franchement, je ne le savais pas. J'ai complètement découvert ça. On est en 1915, donc c'est complètement dingue. De tous ces temples de la beauté, celui de New York est le plus abouti, le plus raffiné pour pratiquer la religion de l'hygiène et des soins comme elle l'entend. Le nouvel institut lui apporte une notoriété immédiate. Vous avez un article de Vogue qui décrit le salon comme, je cite, une combinaison idéale de plaisir pour les yeux et de confort pour le corps. Les journalistes tombent sous le charme de Madame. Elle est so exotic, so glamorous. Dans le même article de Vogue, on trouve ces lignes. Madame est continentale et chic, habillée par Poirette. Alors Poirette, c'est le grand styliste français. Elle est la fille d'un Russe et d'une Viennoise. Sa vie se lit comme un conte de fées. Vous voyez, ça continue. En avril 1915, donc un mois avant l'ouverture du salon, Édouard est enfin arrivé avec les garçons. Tout va pour le mieux, on peut dire, tant le meilleur des mondes, en attendant que ça aille mieux dans le monde, tout simplement. Alors Elena et Édouard s'éloignent, malgré tout, chaque jour un peu plus. Elle s'absorbe dans ses affaires, lui dans ses différentes conquêtes. Le monde va pas bien et eux non plus. Elle demande la séparation de leurs biens, rachète sa part australienne. Elle fait établir un arrangement financier sur le reste de ses avoirs, mais malgré tout, ils ne divorcent pas. Hein. La guerre fait toujours rage en Europe, donc ça va pas mieux, effectivement, à ce niveau-là non plus. C'est pas du tout le premier souci d'Helena Rubinstein. Hein. Elle n'a absolument jamais participé à l'effort de guerre, quelle que soit la guerre. Étape par étape, elle poursuit son expansion américaine. Après New York, elle a ouvert ses salons à Boston, Philadelphie, San Francisco. Chaque fois, elle a engagé des équipes pour s'en occuper, tout en s'appliquant, elle, à structurer son affaire. C'est très important. L'Amérique a fait d'elle la présidente d'une multinationale qui ne cesse de croître, de croître et de croître. La rigueur de Madame qui fait vérifier que les matières premières qu'elle utilise ne sont pas toxiques, elle contrôle les résultats obtenus, elle oblige la plupart de ses adversaires à l'imiter, évidemment, puisque c'est elle qui va prendre le leadership, bien sûr. La science, dont elle est la première à se revendiquer, est aussi l'un de ses atouts les plus importants. Ouvrir des salons dans chaque ville des États-Unis est une démarche trop risquée, trop onéreuse également. Elle va devoir adopter une tactique de vente différente parce que là, le pays n'est pas à la même distance que l'Europe. C'est évident. Alors elle hésite. Est-ce qu'elle doit déroger à sa règle d'or de jamais vendre ses produits en dehors de ses instituts de beauté ? Est-ce que c'est le moment de démocratiser sa marque ? C'est une vraie question que toutes les entreprises de luxe se posent ou se sont posées. Lancer Helena Rubinstein sur le mass market, même haut de gamme, est-ce que ça risquerait pas de le dévaloriser ? Mettez-vous à sa place. Imaginez, vous êtes à la tête d'une grande marque de luxe et vous vendez ça dans un supermarché type Carrefour, ou Carrefour j'exagère, mais allez, Monoprix, je pense qu'il y en a dans toutes les villes. Est-ce que vous le feriez ? Quelle image ça donnerait ? Et la conquête de l'Amérique
ne concerne plus seulement l'élite. C'est ça aussi qui a changé. Il faut désormais s'adresser au plus grand nombre. Et pour répondre à cette question, voilà une base importante. Madame qui commence à le comprendre va s'en faire vite un devoir. Est-ce qu'elle doit accepter la proposition de ses revendeurs ? Eh bien ok, elle pose ses conditions. La formation des clientes à ces principes d'hygiène de vie est trop importante pour la négliger. C'est ce qui va assurer la pérennité de sa marque. Tout le personnel qui va vendre ses produits doit être instruit en ce sens. Et donc, elle va ouvrir une école de beauté à New York où les futures vendeuses entraînées pendant 6 mois pourront dispenser à leur tour leur savoir. L'apprentissage coûte de 250 à 500 $, mais le diplôme est une aubaine pour beaucoup de ces femmes de ces jeunes femmes qui apprécient et qui sont contentes de trouver et d'exercer un emploi. Vous retrouvez là aussi les mêmes gestes et les mêmes réflexes que Madame C.J. Walker. Donc elle va fournir les uniformes, les présentoirs aux couleurs de la marque. Alors c'est vrai que j'ai cité tout à l'heure Monoprix, c'est pas vrai, j'aurais dû dire Galeries Lafayette, Printemps ou ce genre de choses. On est plus dans cet ordre-là. Ces techniques de vente et de marketing sont révolutionnaires en fait pour l'époque. Helena Rubinstein peut se vanter vraiment de les avoir créées. Ce métier de démonstratrice aujourd'hui répandu dans le monde entier est vraiment mon invention. J'en suis particulièrement fière, dit-elle. Et effectivement, c'est elle qui invente le métier de démonstratrice. Au travail, elle va susciter à la fois amour et crainte. Elle exige de son personnel qu'il travaille aussi dur qu'elle. Elle demande le meilleur. Ses salariés doivent être présents après les heures de bureau réglementaires, tard dans la nuit s'il le faut. Ils doivent rester même le week-end sur le qui-vive. Elle ne supporte pas une personne qui ne fait rien. Accorder une augmentation et sa hantise. Pour récompenser les bons employés, elle leur donne parfois quelques primes de la main à la main comme ça. Mais elle préfère offrir des objets, des tableaux, des bijoux, ou même des meubles, souvent d'ailleurs de second choix, malgré tout, c'est ça qui est incroyable, malgré tout, son personnel la vénère, c'est Madame. Alors, la guerre prend fin, bien sûr. En France comme aux États-Unis, les femmes ont changé. La guerre leur a donné des responsabilités semblables, d'ailleurs, à celles des hommes, là encore. Le social a fait changer les choses. Elles ont soigné les blessés, conduit les convois, dirigé les entreprises, remplacé les absents à l'usine, à la ferme, etc. Les femmes se sont émancipées peu à peu. Elles grignotent chaque jour un peu plus de terrain, et c'est très bien. L'apparence suit ce mouvement de fond. La femme moderne n'a plus de forme, mais elle donne l'impression d'avoir grandi. On traque le bourrelet, on traque la cellulite. Pour rester mince, les coquettes se prêtent à toutes les tortures. Vous avez les diététiciens, les pilules, les massages, la chirurgie, même la cocaïne. C'est désormais d'ailleurs la drogue à la mode, celle de ce qu'on appelle du 2 coups en 1 qui coupe l'appétit et qui fait tenir des heures sur les pistes des dancing. Les jeunes affranchis adoptent le mascara, le rouge à lèvres, le blush. Le maquillage devient l'emblème de ces effrontés qui se refont les yeux, se repeignent la bouche en public, à la fois par provocation et parce que un intense sentiment de liberté est en train de les animer. Nous qui avons connu un an de confinement divers et variés, vous imaginez ce que ça a fait pendant 4 ans. Le parfum et l'apanage des femmes émancipées. Chanel triomphe à ce moment-là d'ailleurs avec son numéro 5. Donc le monde est en train de changer. Je vais maintenant vous passer tous les détails. En 1928, elle obtient la consécration du New Yorker qui dit, voilà l'article qui raconte sa success story. Voilà ce qu'il dit. L'entreprise emploie 3000 personnes tout autour du monde, sans compter ceux engagés par les 5000 agents qui travaillent pour elle. Il y a des villes d'Amérique avec un distributeur Rubinstein, alors même qu'il n'y a pas d'agence Ford. Vous imaginez un peu l'image quand même que ça donne, c'est assez fantastique. Elle a réussi, on peut le dire, sur tous les points, et encore une fois, sur tous les continents, de la même façon. Il y a malgré tout, un épisode sur lequel j'aimerais revenir, c'est quand elle croise Henry, Emmanuel et Meyer Lehman, qui sont 3 frères, 3 associés, 3 self-made men, qui sont immigrés vers l'Amérique. L'Amérique s'est fait une spécialité, évidemment. Ouais, je dis bien, je vais répéter parce que au début, quand j'ai lu tout ça, je n'ai pas fait attention, et je pense que vous non plus. Henry, Emmanuel et Meyer Lehman. 3 frères. Lehman Brothers.
doit vous dire quelque chose aujourd'hui. Quand ils ont fondé leur entreprise en 1850, évidemment, on n'imagine pas ce que ça va devenir longtemps après. Lehman Brothers, en 2008, on a eu quelques notions de ce que c'est devenu. Évidemment, une banque d'investissement. Eh bien, les hommes de Lehman, qui n'y connaissent absolument rien à la beauté féminine, leur univers est évidemment éminemment masculin, mais ils ont des femmes, ils ont des sœurs, des filles, des nièces, etc., qui utilisent des produits de beauté, et surtout, ils ont du flair. Ils sont businessmen, bien sûr, avisés, encore une fois, banque d'investissement, et ils ont ouvert les yeux sur l'ampleur qu'a pris le marché des cosmétiques et sur les profits qu'il est possible d'en tirer. Et ils se sont renseignés dans le milieu. Tout désigne Helena Rubinstein comme une marque saine qui rapporte beaucoup d'argent. Alors ils ont étudié ses bilans. L'année précédente, le chiffre d'affaires brut a été de 2 millions de dollars, le bénéfice de 960 000 dollars, ce qui est pas mal du tout. L'entreprise correspond en tout point à leurs critères. Je parle bien de chiffre d'affaires et de bénéfices. C'est quand même assez remarquable à cette époque-là. L'entreprise correspond donc en tout point à leurs critères. Il n'y a pas d'hésitation possible. Il faut acheter cette entreprise, la coter en bourse et inonder le marché des produits Rubinstein tout en gardant son image glamour. Les Lehman n'ont pas hésité. Ils offrent 7 300 000 dollars de l'époque, c'est-à-dire en gros 80 millions d'euros aujourd'hui. Madame a déjà reçu des offres de rachat, mais jamais d'un montant aussi monstrueux, 80 millions d'euros. Imaginez un petit peu ça, il y a de quoi se retourner. Alors, on se dit, c'est quand même son bébé, donc la somme est énorme, mais ça reste son bébé quand même. Mais c'est tout réfléchi. Elle accepte, évidemment, elle accepte. Alors après tout, elle va vendre que l'entreprise américaine, c'est-à-dire 75% de ses parts. Elle va conserver ses usines, ses affaires européennes et australiennes. Ça paraît curieux aujourd'hui, mais effectivement, c'est le deal. Les Lehman qui s'engage à ne licencier personne lui demande d'ailleurs de continuer à représenter sa marque. Après tout, c'est son nom. Le 11 décembre 1928, elle conclut la vente, dont elle a réussi à garder le secret avec ses hommes d'affaires. Ça, c'est extrêmement important. Elle était riche, elle était très riche, madame, bien sûr. Ce jour-là, le 11 décembre 1928, elle devient tout simplement milliardaire. Et c'est pas rien. Alors, les Lehman ont voulu concilier glamour et mass market, parce que c'est quand même une banque d'investissement ça doit rapporter vite surtout. Concilier glamour et mass market, c'est pas évident. En gros, je vous dirais moi que c'est assez incompatible. Pour ce faire, ils ont inondé, donc comme ils l'avaient prévu, le marché des produits à bas prix. Et madame a vite compris que c'était impossible. Les femmes ne veulent pas obtenir bon marché, à l'époque, ce qu'elles peuvent acheter très cher. Et les riches, du coup, refusent d'utiliser les mêmes marques que les pauvres. Ça a du sens. Il faut donc choisir entre les deux stratégies. Or, les Lehman n'en ont pas la capacité de réflexion, bien sûr. Un autre problème les tracasse. Comment se débarrasser d'Helena qui commence de peu à peu à leur compliquer l'existence, malgré le contrat qu'elle a signé avec toutes les clauses qui stipulent, on est aux États-Unis, qu'elle ne doit pas se mêler de la vente, elle n'entend pas rester silencieuse et encore moins inactive. Brader ses produits dans des épiceries, des drugstores, vous imaginez ça, signifie à terme détruire la marque. Alors ça, elle ne l'accepte pas. Sa colère, en plus, est attisée par les lettres indignées que lui envoient les gérants des grands magasins, les propriétaires des parfumeries qui la distribuent. Tous se plaignent de la façon dont ces hommes d'affaires dévaluent les produits Rubinstein. Dans ces conditions, ils refusent tout simplement de poursuivre leur collaboration. Helena bombarde les Lehman de missives comminatoires. Ils n'ont rien à fiche, ils mettent ça au panier, ils ne les lisent même pas. Ses agents de change lui fournissent la liste des actionnaires femmes. Elle a écrit personnellement à chacune d'entre elles. C'est pas une emmerdeuse du tout. Dans ses lettres, elle dénonce les méthodes de management des nouveaux propriétaires. Elle leur conseille de leur écrire directement pour se plaindre. Et les Lehman reçoivent des lettres de toutes parts des États-Unis. Ils sont pas au bout de leur peine. Madame a bien l'intention de récupérer son affaire en réalité en rachetant les actions une par une s'il le faut. Alors elle écrit, elle téléphone, elle se sent prête à parcourir les États-Unis d'est en ouest, du nord au sud, pour reconstituer son stock. Mais entre-temps, il s'est passé un truc incroyable. Et je parlais de timing tout à l'heure, mais ça, c'est quand même assez génial. C'est évidemment pas fait exprès, c'est pas voulu, mais c'est génial. Entre-temps, on est le 24 octobre 1929, c'est le fameux krach boursier qui est entré dans l'histoire, évidemment, le fameux jeudi noir, l'horreur absolue, la bourse qui s'effondre, les actions s'effondrent de partout, celle de Lehman Brothers aussi déjà, et avec elle, celle d'Helena Rubinstein qui passe de 70 $
à 20 dollars. Alors pour elle, c'est une catastrophe. Elle donne l'ordre à ses agents de change, non pas de vendre, mais de racheter tout ce qu'ils peuvent. Et les petits porteurs sont bien heureux de pouvoir vendre ce qu'ils ont pour récupérer leur argent. Hein. Ils lui vendent donc les actions qui sont en train de perdre toute leur valeur. Elle est redevenue d'un coup l'actionnaire majoritaire, en partie grâce à l'argent liquide des Lehman, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné de l'argent pour racheter pas cher l'entreprise qu'elle a vendue très cher. Vous imaginez, c'est absolument génial. Dans le timing, c'est formidable. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Elle se trouve donc en position de force. Elle les oblige à lui revendre le reste du capital. Le rachat total lui coûte 1,5 million de dollars, autant dire, c'est-à-dire en gros ce qu'elle perd en post-it, si vous voulez, par rapport à ce qu'elle va gagner dans l'affaire. Elle empoche net 5 800 000 dollars de bénéfices. Les Lehman doivent s'incliner. Ils sont évidemment foudrages. Vous imaginez que Madame Rubinstein, cette illettrée, les a tout simplement roulés dans la farine, quoi, sans le faire exprès, sans le vouloir, mais elle a été la plus forte. Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas passer sous silence, parce que je trouve cette partie absolument formidable. Voilà pourquoi je voulais vous raconter cet épisode magnifique. Alors, puisqu'il faut bien conclure, malgré tout, dans cette très longue émission, mais très longue émission pour un personnage quand même assez exceptionnel, j'ai passé sous silence son deuxième mariage, puisqu'elle a finalement fini par divorcer. Et le 31 mars 1965, elle meurt, notre Helena Rubinstein, dans sa chambre d'hôpital, à 93 ans, seule, incroyablement seule. L'un de ses enfants est mort. Bref, sa vie personnelle est un véritable champ de ruines, donc je ne vais pas revenir trop dessus, ça n'a pas une réelle grande importance dans sa vie, puisque en réalité, c'est pas qu'elle s'en fiche, mais on n'est pas très très loin non plus. Sa disparition fait la une des journaux américains. Dans le monde entier, la presse lui consacre des articles. À sa mort, Helena Rubinstein est présente dans plus de 30 pays, fait tourner 14 usines, emploie 32 000 personnes dans les dizaines de salons de beauté de 15 pays différents. Sa fortune personnelle se monte à 100 millions de dollars de l'époque en propriétés, valeurs et obligations, bijoux, œuvres d'art, meubles et argent, tout ça au chaud dans des banques de 3 continents. Et tandis qu'à New York, une grève de taxi paralyse la ville, le tout New York se presse pendant 3 jours quand même pour lui présenter ses hommages. Voilà, l'impératrice est morte, évidemment. 3 ans plus tard, les héritiers de Madame sont dépassés par la gestion, 3 ans, d'une entreprise aussi gigantesque. Ils vendent l'affaire à Colgate-Palmolive pour 143 millions de dollars. La famille se retire alors du commerce de la beauté, mais Colgate ne réussit pas à maintenir la marque à flot. La marque se déprécie rapidement, malgré quelques campagnes lancées à grand renfort de publicité. L'affaire est revendue en 1988 à L'Oréal. Depuis, cette marque, vous la retrouvez, elle existe encore, elle est distribuée dans une trentaine de pays. La vente des produits se concentre en Europe et en Asie, où Helena Rubinstein connaît d'ailleurs une très belle croissance. Vous pouvez encore aujourd'hui, bien sûr, retrouver cette marque un petit peu partout. Alors, la boutique rue du Faubourg Saint-Honoré n'est plus la même, elle a changé. Je suis allé voir en me disant, est-ce que c'est la même adresse ? Non, c'est pas la même adresse. Donc, je n'ai pas pu vous faire, je m'étais dit, allez, je vais faire un petit bout d'émission devant, voire même à l'intérieur de la boutique, mais voilà, ça a changé. Donc, il ne reste plus rien, en réalité, de l'empire extraordinaire d'Helena Rubinstein. Il faut maintenant passer à la bibliographie. Alors, encore une fois, la bibliographie est très féminine. Pour pas dire féministe, non, je ne l'ai pas dit. Alors, de Patrick O'Higgins, vous avez le livre Madame dans l'enfer doré d'Helena Rubinstein, chez Robert Laffont en 71. Patrick O'Higgins, c'est le bras droit, en fait, d'Helena Rubinstein, son bras droit qu'elle va, au moment de sa mort, elle va lui léguer quasiment rien, alors qu'il a passé une grande partie de sa vie près d'elle. C'est absolument incroyable. J'ai passé ça sous silence parce que c'était pas non plus quelque chose d'important, d'exceptionnel. De Georges Vigarello, Histoire de la beauté chez Point Seuil. Vous avez donc de Madame Madeleine Levaux-Fernandez, Helena Rubinstein chez Flammarion.
en 2003. Helena Rubinstein, évidemment, Je suis esthéticienne, aux éditions du Conquistador en 1957. Vous avez My Life for Beauty, toujours d'Helena Rubinstein, où elle raconte sa vie, son œuvre, comme je vous ai dit, avec sa façon à elle de raconter sa vie, bien sûr. Et enfin, Michel Fitoussi, Helena Rubinstein en 2010. Voilà les livres les plus, on va dire, les plus importants pour comprendre, pour aller plus loin un petit peu dans cette histoire que je trouve, moi, absolument fabuleuse. Voilà une longue émission, c'est vrai, mais je crois que ça en valait la peine pour cette dernière de l'année. Alors, comme vous le savez peut-être, à partir de septembre 2021, Timeline sera accessible sur abonnement pour le prix d'un café par mois, 2 €. Je sais, la culture devient payante, j'ai conscience de ce que ça veut dire, mais je peux vous jurer que vous en aurez pour votre argent. Encore une fois, 5 émissions par mois, dont une en live, avec possibilité pour les abonnés de poser vos questions, soit par texte, soit oralement, à notre invité à chaque fois. Vous aurez accès au texte des émissions, vous aurez des nouvelles rubriques également, vous aurez des nouvelles émissions, toujours sur l'histoire bien sûr, vous aurez des jeux, bref, de quoi vous en donner plus et toujours plus. Alors je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien, je crois qu'on a tous mérité de prendre des vacances. Merci à tous et j'espère qu'on se revoit nombreux en septembre, en tout cas on s'entendra nombreux en septembre. Merci, salut.